pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour vous tous. Euh, dans ce que vous êtes, c'est-à-dire une extension de ma famille. Quand je suis arrivée à la liberté, je n'ai pas pu raconter ni à mes enfants, ni à maman, ni à ma sœur, ni à personne ce qui m'était arrivé. Et il y a eu un silence qui s'est installé entre nous, fait de suppositions et d'abstractions. Et pour eux, c'était très dur de comprendre ce que je vivais. Parce qu'évidemment, je rapportais de la jungle beaucoup d'émotions et beaucoup de fractures et beaucoup de rêves aussi. Et c'est devenu un besoin d'écrire parce que je ne pouvais pas en parler. Alors, il y avait évidemment aussi cette espèce de sentiment de devoir témoigner, de devoir rapporter, de partager ce que nous avions traversé, ce que nous avions vécu. Et je crois que maintenant, c'est le fait de voir ce livre comme ça, qui est déjà une réalité, c'est aussi un grand soulagement. Bon, la mémoire est un grand problème pour nous les otages parce qu'on ne peut pas s'en défaire. Elle est là, elle nous habite et elle nous obsède. Donc notre problème n'est pas de nos souvenirs. On a trop de souvenirs, on vit avec trop de souvenirs. Notre problème, c'est peut-être d'oublier. Mais je crois que même l'oubli est impossible et même s'il était possible, il ne serait pas convenable non plus. Parce que il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre en ce moment dans la jungle que ce que nous avons vécu. Il y a 18 de mes compagnons qui sont encore dans la même situation et dans la même horreur que celle que je décris dans le livre, et qui vivent aussi dans le même espoir. Donc ce souvenir, c'est aussi leur faire hommage et poursuivre un combat qui nous est nécessaire pour qu'ils reviennent en liberté. Bon, j'ai fait beaucoup de tentatives d'évasion, j'en ai rapporté, je crois, 5 dans mon récit. Ça a été ma fixation constante. J'avais besoin de me dire que ce temps d'incertitude, puisque par définition, une séquestration n'a pas de temps limite, on ne sait pas quand elle va finir, et que donc pour une personne otage, la torture suprême est celle de ne pas d'avoir une éternité de séquestration en face de soi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Alors, chaque fois que je me suis fait reséquestrer, puisque je réussissais à sortir du campement, à m'évader, à leur échapper, à être dans la jungle pendant plusieurs jours, et puis je faisais des erreurs et j'étais récapturée. Je me disais, bon, j'ai appris, je serai mieux pour m'évader la prochaine fois j'y arriverai. Et c'est dans cette projection d'un temps où j'arriverai à m'échapper que j'ai réussi à tenir aussi. J'ai ressenti de la haine. J'ai ressenti de la haine et j'ai ressenti tous les sentiments que l'on ressent naturellement, l'envie de meurtre, enfin beaucoup de choses. Mais j'ai compris que j'avais aussi la force en moi pour me délester de cette haine. Parce qu'en fait, la haine est une prison. C'est une chaîne et elle ne vous permet pas de vivre dans le bonheur parce que vous êtes rattaché à cette haine qui vous ronge. Donc pour moi, la véritable libération, évidemment, a été la libération physique, mais il y avait une libération qui antécédait la libération physique qu'il fallait faire. C'était celle de définir les émotions qui allaient m'accompagner pendant la séquestration. Et je ne voulais pas sortir de la séquestration comme un être transformé dans une boule d'ombre, de rancune et de soif de vengeance. Cette réflexion que je faisais, je la faisais parce que j'étais en face de gardes qui me maltraitaient et qui étaient très humiliants. Et lorsque j'avais l'occasion de parler avec... ça s'est produit notamment une fois qu'un des commandants des FARC du secrétariat, c'est-à-dire un des 5 grands chefs des FARC, est venu me visiter au campement. Lorsque je lui ai expliqué
ce qui se passait et la façon dont ils nous traitaient et cette espèce de dégénération des relations qui se produit en captivité, il avait donné l'ordre qu'il y ait un comportement différent par rapport aux otages. Et moi, ce qui m'a choqué, c'était de voir que certains qui avaient été tellement abominables dans leur comportement, sous l'obéissance de cet ordre, devenaient gentils et charmants. Et je me disais, est-ce que moi, je pourrais faire la même chose? Est-ce que je pourrais, avec quelqu'un qui me produit des réactions négatives, est-ce que je pourrais tout simplement, en me disant c'est un ordre, commencer à être gentil? Alors, évidemment, ça pose la question de nos émotions et du contrôle de nos émotions. Et je pense que c'est aussi une transformation sur laquelle il faut qu'on s'achemine. Savoir que nous pouvons être ce que nous décidons d'être et que même nos réactions, nos émotions et nos attitudes peuvent être changées. Alors que nous faisons partie d'une culture dans laquelle on nous dit on est ce qu'on est, on est né comme dans une espèce de boîte de conserve. Et on a nos qualités et nos défauts, et puis ceux qui nous aiment ou ne nous aiment pas, eh ben, il faut qu'ils fassent avec, parce qu'on est ce qu'on est. Eh bien non, on n'est pas ce qu'on est seulement, on a aussi cette possibilité de transformation. Pendant longtemps, je m'étais posé la question de pourquoi. Enfin, pourquoi moi, pourquoi ici, pourquoi. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la question essentielle. La question essentielle, c'était comment. Et parce qu'on survit. Et si vous aviez été dans la jungle avec moi, dans la même situation que mes compagnons et moi, vous auriez tous survécu comme moi. Le problème, c'est comment. Parce qu'on peut survivre en acceptant des circonstances ou en se rebellant contre certaines situations. Et la frontière est très difficile à marquer. Et en fait, c'est une frontière très intime, parce qu'elle ne dépend que de ce qui est important pour chacun de nous à l'intérieur de nous-mêmes. Et que pour moi, il s'agissait de survivre, mais d'une façon qui me permettrait de me regarder par la suite sans avoir honte de ce que j'avais fait. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai eu un comportement parfait, loin de là. Il y a eu beaucoup de moments où je n'ai pas été à la hauteur. Mais j'ai appris, peu à peu, j'ai appris, j'ai compris. Et j'ai surtout préservé une ligne qui était celle, alors c'est un très grand mot, qui peut ne rien dire quand on n'est pas dans une situation extrême, mais qui devient essentiel quand on est face à l'essentiel. Et ce mot, c'est la dignité. On parle de dignité humaine, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais voilà, la dignité est un concept beaucoup plus important que la vie. Parce qu'on peut continuer à vivre, mais si on vit dans l'indignité, on perd ce qui nous rend humains, d'une certaine façon. C'est un concept que nous ne pouvons comprendre qu'en tant qu'être humain. Les animaux n'ont pas ce concept-là de dignité. Et la dignité, chacun la définit en fonction de ce qui est important. Et voilà, d'une certaine façon, l'enjeu de la dignité, c'est l'âme. Oui, la foi était très très importante. J'ai découvert une autre façon de croire. C'est une autre foi, je crois. Parce qu'elle ne pouvait pas être utilitaire comme elle l'était avant. Et j'ai découvert beaucoup de choses qui aujourd'hui, pour moi, sont fondamentales. Oui. J'ai pensé que j'allais être libérée au premier mois de ma captivité, en me disant c'est une erreur. Quand ils comprendront que c'est une erreur, ils vont me relâcher. Et puis, ça ne s'est jamais produit. J'ai eu l'espoir qu'il y aurait des négociations pendant les 2 premières années. Ensuite, j'ai perdu cet espoir parce que je me suis rendu compte que le gouvernement colombien avait complètement fermé la porte de la négociation. Ensuite, j'ai compris aussi que les FARC avaient fait de nous un trophée et qu'ils ne voulaient plus non plus nous négocier parce que pour eux, c'était plus important de nous avoir
pour avoir l'accès à cette scène médiatique, et que donc, pour qu'on parle d'eux, et que donc, pour eux, il était beaucoup plus important de nous garder en tant qu'otages que de nous libérer. Et quand mes compagnons ont été libérés suite à la médiation du président vénézuélien Hugo Chavez, là, j'ai été certaine que je n'allais jamais être libérée. Parce que j'ai compris qu'il y aurait des libérations de tous les autres, mais que la mienne n'était pas dans la stratégie des FARC. Alors, pour moi, l'unique option était l'évasion. Et c'est pour ça que le moment de la libération, pour nous, a été si fort. Parce qu'aucun de nous, des 15 que nous étions, ne pouvait penser qu'à ce moment-là, se produirait ce miracle extraordinaire du retour à la liberté. Aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez oublier cet épisode de votre vie? Non, je ne souhaite pas oublier. Non. Bon, de toute façon, je ne pourrais pas. Mais je pense que j'ai appris beaucoup de choses, même si c'est douloureux, de revivre ou de se souvenir. Évidemment, c'est douloureux, mais c'est toujours une opportunité de réfléchir et de comprendre. Et je pense qu'il y a une croissance spirituelle qui se fait inévitablement. Et je crois qu'il y a aussi un devoir de se rappeler, parce qu'il y a beaucoup trop d'êtres humains qui vivent dans la même situation. Eh bien, merci beaucoup Ingrid Betancourt, merci pour ce livre. Merci à vous également. Nous terminons un petit peu plus tôt la rencontre. Oui.